Vous venez de suivre le président de la République, Paul Biya, qui s'est exprimé à la jeunesse camerounaise, le chef de l'État qui exhorte les jeunes à être des internautes patriotes qui œuvrent pour le développement du Cameroun et non des followers ou des relais naïfs des pourfendeurs de la République. Le chef de l'État qui a promis l'accélération de la mise en œuvre du plan triennal spécial jeunes. Il précise à cet effet que près de 500 000 jeunes se sont déjà inscrits auprès de l'Observatoire de la jeunesse afin de bénéficier des appuis prévus dans le cadre du plan spécial triennal jeunes. Selon un décompte effectué par le chef de l'État, plus de 475 000 emplois jeunes ont été créés selon un pointage effectué le 31 décembre 2017. Le chef de l'État également qui précise que la situation se stabilise dans les régions anglophones selon un constat fait par le président de la République, lui qui a cité une célèbre maxime: ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Le chef de l'État qui invite les jeunes à ne pas céder à l'immigration clandestine, mais plutôt de l'accompagner dans la mise en œuvre d'un grand projet pour l'émergence du Cameroun en 2035. Il a exhorté les jeunes qui ont déjà 20 ans à pouvoir exercer le droit de vote, sans pour autant dire s'il est candidat à la prochaine élection présidentielle. Sans pour autant dire s'il est candidat à la prochaine élection présidentielle. Première réaction sur ce plateau avant d'aller du côté de Yaoundé où nous attendent des membres du gouvernement. Armand Manga sur le discours du chef de l'État en quelques minutes. Oui, Cédric, je crois que le chef de l'État est resté dans sa méthode habituelle. Présenter d'abord ce qui a été fait. Vous voyez, sur le plan économique, le chef de l'État a parlé de ce qui a été créé comme emploi, de ce qui a été promis. Et tout à l'heure, avant qu'il ne fasse le discours, je parlais un peu des difficultés qu'il y avait à implémenter le plan triennal. Vous voyez, lui-même, il a dit tout à l'heure qu'il y aura une accélération du plan triennal en 2018. Sur le plan sécuritaire, quand il a été démontré que ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest était tout à fait à caractère terroriste, il a aussi déployé des moyens sécuritaires pour essayer de stabiliser la situation. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui vont à l'école, bien sûr qu'il y a encore certains petits raids qui se passent, mais de façon globale, il y a une stabilisation sécuritaire, que ce soit au niveau des régions du nord-ouest et du sud-ouest, que ce soit au niveau de Boko Haram qui a été très amoindri, et même à l'est, là où il y avait aussi un autre fonds sécuritaire, à travers tous les réfugiés qu'il y a. Je crois que la situation sécuritaire est maîtrisée. Maintenant, si nous regardons l'utilisation des réseaux sociaux, le président de la République a exhorté les jeunes à être patriotiques, à ne pas balancer du n'importe quoi pour détruire l'image de leur pays. C'est vrai que quand vous êtes exacerbé sur certaines choses, vous devez vous exprimer, mais il faut des expressions responsables. Maintenant, si nous prenons sur l'expression responsable, maintenant, si nous prenons sur l'aspect sportif, le chef de l'État a aussi dit que 2018 sera l'accélération de tous les grands projets. Il a pris les projets Douala Est et les deux pénétrantes à l'est et à l'ouest de la capitale économique du Cameroun, et le deuxième pont. C'est tout à fait évident pour nous qui vivons à Douala que la situation n'est plus tout à fait ce qu'elle était il y a 5-10 ans. On peut maintenant partir de Bonabéry et arriver à Akwa en moins de 5 minutes, alors que le pont n'est pas encore... Donc sur ce plan-là, je crois que l'embellie économique est de telle sorte que il faut exhorter les jeunes à travailler. C'est pour cela qu'il leur demande aussi d'être des patriotes. Le patriote, c'est aussi celui-là qui va s'inscrire pour bien s'exprimer lors des élections. C'est pour ça qu'il a parlé de toute la jeunesse qui a à partir de 20 ans et plus, il les a exhortés d'aller s'inscrire et le moment venu de s'exprimer de façon
républicaine. Merci Amon Manga pour ces précisions. Juste après vous, il y a le mouvement 11 millions de citoyens qui va s'exprimer. Mais avant, je voudrais avoir la réaction de Michel Ndoki, le chef de l'État, qui estime que les jeunes vont conduire la destinée du Cameroun dans des décennies, alors qu'il y a des jeunes qui se mobilisent sur le plan politique pour pouvoir s'affirmer lors des élections présidentielles pour le président de la République. Les jeunes vont conduire la destinée du Cameroun dans des décennies. Lui qui vous demande, vous qui êtes très présente sur les réseaux sociaux, d'être une internaute patriote et non une follower ou des relais des pourfendeurs de la République. Comment vous réagissez au discours du chef de l'État? En constatant d'abord que nous avons des points de convergence importants. C'est-à-dire qu'il y a des éléments aujourd'hui d'information sur la convergence importants. C'est-à-dire qu'il y a des éléments aujourd'hui d'information sur la situation de ce pays qui sont des éléments de fait que personne ne peut contester. Nous sommes un peu plus résilients. Les dernières années n'ont pas été faciles. L'effort principal de construction, parce que ce n'est même pas eux, c'est de construction de cette nation, nous revient à nous. Et nous devons nous demander maintenant ce que nous pouvons faire pour notre nation. Il y a aussi, et c'est factuel, je crois que personne ne le nie, que nous devons saisir l'opportunité des élections à venir cette année. Le principal point qui nous oppose aux tenants actuels de l'autorité est la lecture qu'ils font de la situation dans laquelle nous vivons et les promesses et la capacité que nous avons à croire dans les promesses qu'ils continuent de faire, compte tenu de l'expérience que nous avons déjà de la durée de vie de leurs promesses passées. Le point de divergence principale, c'est la situation économique, et là, ce n'est pas la peine de revenir. Je crois qu'il n'y a pas un Camerounais adulte qui ne sache exactement ce qu'il vit, où est-ce qu'on en est en termes d'emploi, comment est-ce que ça se passe sur le plan économique. La situation sécuritaire, alors là, il est important que ceux d'entre nous qui ne vivent pas dans les régions les plus affectées par les crises, notamment au nord-ouest et au sud-ouest, sachent que, au contraire de s'améliorer et de se stabiliser, elle se dégrade. Et ce n'est certainement pas le gouverneur qui a lancé un mot d'ordre de mise de villes dans le nord-ouest, le sud-ouest, sous couvre-feu pour le week-end qui me contredira. Donc la situation n'est pas en train de s'améliorer. Pour le week-end qui me contredira. Donc la situation n'est pas en train de s'améliorer. Nous avons des compatriotes qui sont incarcérés dans des conditions, d'après les informations que nous avons reçues, qui sont inhumaines, dégradantes et cruelles. Et ça, c'est factuel. C'est le point sur lequel nous ne sommes pas d'accord. Maintenant, la question est qu'est-ce que nous allons faire? Et le président actuel de la République dit ce que nous disons tous, et je suis sûr que monsieur du mouvement 11 millions dira la même chose. Les jeunes qu'ils sont, parce que je ne crois pas personnellement en être une encore à 45 ans, les jeunes s'intéressent de plus en plus à la politique. Et pour cela, il est important de comprendre que nous avons un outil. Et cet outil, ce sont les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui, avec leurs imperfections. Elles peuvent être utiles à une chose, nous doter des leaders que le Cameroun mérite. Et c'est là que nous intervenons. Quand le président actuel nous dit que chaque Camerounais qui a 20 ans ou plus doit se faire devoir de participer aux prochaines échéances électorales, nous croyons qu'il faut le prendre au mot. Pour le reste, qui sont les pourfendeurs de la nation? Je crois que nous les connaissons. Qui sont les followers naïfs et qui invitent expressément ou insidieusement à être un follower naïf? Nous le savons. Qu'est-ce qui est bon pour ce pays? Nous le savons. Il nous reste à faire notre part. Et nous attendons sur ce plan-là les concitoyens. Je crois que nous ne leur avons pas peut-être suffisamment donné la parole.
ces occasions, ces élections sont une très bonne occasion de prendre la parole et je crois que nous pouvons avoir confiance en eux, ils vont la saisir. Merci Michel Ndoki. Avant de pouvoir joindre Yaoundé, où des membres du gouvernement y sont installés avec notre bureau, à rejoindre Yaoundé, où des membres du gouvernement y sont installés avec notre bureau du côté de Yaoundé, et Gizogo qui bien sûr pourra les interviewer sur le discours du chef de l'État. Je souhaite donner la parole au mouvement 11 millions de citoyens. Christian Ndiok, bonsoir. Bonsoir Cédric. Vous êtes le coordonnateur régional de ce mouvement des jeunes qui se mobilisent depuis plusieurs mois, d'abord pour s'inscrire sur les listes électorales et ensuite pour porter leur leader dans le cadre des prochaines élections législatives, municipales et présidentielles. Vous avez suivi le discours du chef de l'État. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Peut-être sa chute, la chute du discours du président, où, n'est-ce pas, il appelle les jeunes, c'est une première pour nous d'entendre ça, où le président de la République convoque pour une fois les jeunes d'aller, n'est-ce pas, exercer leur droit civique et citoyen, qui est le droit de vote, un droit fondamental. Ça, c'est la seule chose, moi, qui m'a paru nouvelle dans ce discours routinier que nous avons l'habitude de suivre toutes les années. Donc, on parle quand même de 475 000 emplois, plus de 475 000 emplois créés, à un pointage effectué en 2017, 500 000 jeunes qui sont inscrits à l'Observatoire de la jeunesse pour bénéficier du plan spécial triennal jeune, un bilan que le chef de l'État se félicite d'avoir mis en place. C'est un leurre que de croire que la parole présidentielle est toujours la plus véridique qui soit, notamment en ce qui concerne ce gouvernement. Et quand il déploie ce genre de chiffres, on se demande bien où a-t-il pu les prendre, Seigneur? Dans quelle république nous nous trouvons là, hein? Quand il parle de 475 000 emplois sur plus de 400 000 escomptés, ils ont même fait plus que ce qu'ils attendaient. Et cela est perceptible. Vous l'avez vu, Cédric. Vous avez vu le quotidien des jeunes changer au Cameroun. Vous avez vu quoi? Moi, je prends le cas, par exemple, le milieu changé au Cameroun. Vous avez vu quoi? Moi, je prends le cas, par exemple, le milieu universitaire où nous sommes. J'y suis depuis au moins une dizaine d'années. Avec les mêmes camarades, nous sommes là, nous attendons. On a recruté qui? Personne. Où a-t-il pu trouver ces emplois? Certainement, comme on nous dit que chaque année, 500 000 motos entrent au Cameroun. Donc forcément, 500 000 motos, c'est 500 nouveaux emplois. Alors justement, quels sont les autres points de divergence que vous avez observés? Le président de la République qui dit qu'il y a une stabilité qui est en train de se dessiner dans les régions anglophones en raison des actions qu'il a prescrites au gouvernement, notamment la sécurisation des régions et la réponse progressive aux doléances des populations. Cédric, voyez-vous, là je parle avec beaucoup de pincement. J'ai un camarade de classe qui a été affecté dans cette zone, qui est rentré hier, qui est en mission. Un de leurs, n'est-ce pas, est décédé sur le coup. Voyez-vous, ils étaient simplement en train de circuler. Et les nouvelles que nous avons de là nous font état de ce que la situation ne fait que s'aggraver au quotidien. Et on se demande bien, le président, quand il parle de ne pas être des profondeurs de la République, de ne pas être là, ce qui véhicule des messages antipatriotiques, quand lui-même, le président, nous envoie un tel message, on se demande bien si lui-même il est patriote. Parce que là, il va à l'encontre de ce que nous vivons sur le terrain. La situation est de plus en plus dégradante. Je vais prendre le cas, par exemple, de mes neveux qui fréquentaient dans cette zone, qui sont rentrés la semaine dernière. On nous dit la situation est en train de s'empirer. Et on est surpris que le président nous dise cela, que la situation s'est stabilisée. Et même ce qui est plus amusant, il se dédouane de ce qu'il doit faire. Il demande à cette autre commission ou cette autre institution de plus qu'il a mise en place à prendre les choses entre ses mains. Et qu'est-ce que lui fait? Pourtant, c'est le président qui est censé, bien entendu, régler cette question de sécurité. Appelé, comme lui-même l'a généralement dit, on devrait être des apôtres de la paix. À cette question de sécurité, appelé, comme lui-même l'a généralement dit, on devrait être des apôtres de la paix. Appeler tout ce monde autour de la table, dialoguer avec tous ces gens, quitte à trouver une solution. Mais là, on voit, il se dédouane de sa responsabilité. On se demande bien, certainement, il est en train de nous dire, il n'est plus à la hauteur de faire une telle chose, que vous, les jeunes, comme il a dit, les jeunes que nous sommes,
qui s'intéresse davantage à la chose publique désormais et peut-être à la chose politique électorale. Donc, comme Paul Lachose, comme Doki l'a dit tout à l'heure, il est temps pour nous. Et c'est pour ça que nous, au mouvement 11 millions de citoyens, nous en appelons nos congénères à nous rejoindre, quitte à ce que nous puissions enfin nous débarrasser de ce qui nous dérange jusqu'ici. Merci Christian Ndiok. Nous allons tout de suite du côté de Yaoundé, où sont logés les membres du gouvernement dans les prestigieux studios d'Equinox Télévision à Yaoundé pour en savoir davantage sur la perception du discours du chef de l'État, le président de la République, qui invite les jeunes à se demander ce qu'ils font pour leur pays et non ce que leur pays fait pour eux. Yaoundé qui sera en ligne dans quelques minutes pour en savoir davantage. La réalisation me fait savoir qu'ils sont déjà en pole position. Gizogo, vous avez l'antenne. Oui, bonsoir Cédric Noufélé. Vous rappelez fort opportunément cette formule du président américain John Fitzgerald Kennedy que le chef de l'État a emprunté ce soir, parlant de ce que vous devez faire de vous demander ce que vous faites pour votre pays et non ce que votre pays fait pour vous. Merci encore de passer l'antenne à Yaoundé. Nous sommes donc ici dans la capitale où nous recevons pour la suite du décryptage de ce discours du chef de l'État. À l'occasion de donc ici dans la capitale où nous recevons pour la suite du décryptage de ce discours du chef de l'État, à l'occasion de la 52e édition de la fête de la jeunesse, quelques membres du gouvernement. Avec nous sur ce plateau ce soir, Madame Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille. Bonsoir Madame. Merci d'être sur ce plateau d'Equinox Télévision. Avec vous également, Madame Clémentine Ananga Messina. Vous êtes ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, en charge du développement rural. C'est bien cela. Merci, bonsoir d'être là sur ce plateau. Avec nous également ce soir sur ce plateau, M. Benoît Ndong Soumet, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base. Bonsoir, M. Benoît Ndong Soumet. Bonsoir. Merci d'être là. Et enfin, M. Jean Thiofo, vous êtes le secrétaire général du ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà. Alors, messieurs les membres du gouvernement, première observation, le chef de l'État est bien présent sur la scène. Ce discours nous le confirme effectivement ce soir. Ce n'est pas ce que des informations nous ont laissé entendre ces derniers jours. Madame Marie-Thérèse Abenondoa. Vous êtes le témoin qu'il est bien avec nous. D'accord. Alors, M. Benoît Ndong Soumet, on a laissé entendre pas mal de choses. D'ailleurs, le chef d'État lui-même est revenu sur l'utilisation des réseaux sociaux. Puisque vous le dites, et c'est là où j'apprécie beaucoup les termes utilisés par le chef d'État dans son discours. Quand il interpelle la conscience des jeunes et qu'il les met en garde contre la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, il les invite à être des internautes patriotiques et non des followers passifs. À être des internautes patriotiques et non des followers passifs et naïfs. Cela est très important. Vous voyez très bien ce que l'utilisation qui est faite des réseaux sociaux en ce moment, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a besoin de beaucoup de discernement personnel pour pouvoir déterminer ce qui est vraisemblable et ce qui ne l'est pas. Si on se met à écouter tout simplement ou bien à lire tout simplement ce que l'on lit dans ces réseaux sociaux, c'est la catastrophe. Vous parlez de la présence du chef de l'État sur la scène nationale, et j'ajouterai même internationale. Vous savez, ce monsieur n'a jamais fait dans l'agitation. Ce à quoi il nous a habitués depuis qu'il est là, c'est sa présence discrète. Mais on sent cette présence dans l'efficacité, dans les actes qu'il prend, dans les positions qu'il prend dans tous les domaines où les intérêts du Cameroun sont interpellés. Alors, oui, il est bien présent, oui. Cela se voit,
Cela s'apprécie également à travers son discours qui a été extrêmement dense et qui démontre qu'il sait ce qui se passe dans son pays, il lit ce qui se passe ailleurs et il sait ce qu'il doit dire à ces jeunes. Alors, le chef d'État qui n'a pas réagi jusqu'ici, Madame Clémentine Ananga Messina, on a dit beaucoup de choses, il n'a pas réagi. Et ce discours à la jeunesse aujourd'hui, quelles sont les grandes lignes que vous en retenez, Madame le ministre? Merci. Je note d'abord un président de la République dans sa posture de chef d'État, pédagogue, parce que si vous voyez dans le sens, sa façon de parler, il parle comme un pédagogue, comme un père, un papa à ses enfants, dans le ton même qu'il utilise. En même temps, il donne des conseils, en même temps, il les met en garde. Donc vraiment, globalement, non seulement il les met en garde sur cette question des réseaux sociaux, mais non seulement il les met en garde sur cette question des réseaux sociaux, mais il leur montre qu'ils sont responsables de la situation d'aujourd'hui et de l'avenir. C'est dit, ce pays, c'est votre pays, ça c'est globalement. Mais maintenant, étant donné que l'agriculture est un secteur économique, l'agriculture est le premier pourvoyeur d'emploi, il a parlé d'emploi. L'agriculture assure la sécurité alimentaire, je dirais même la sécurité tout court. L'agriculture apporte des devises à notre pays. J'ai été très sensible au côté économique de son discours. Oui. Mais alors, il a parlé par exemple de résilience. Oui. Il a parlé de résilience. Et nous sommes très très interpellés parce que si vous voyez les autres pays, par exemple la sous-région, le Cameroun s'en sort nettement mieux. Tout parce à fait. que Alors, vous dites sur l'agriculture que la résilience, mais quand même on a un budget de votre département ministériel qui redescend à 86 milliards cette année, si j'ai le bon chiffre, je pense ne pas me tromper. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu... qu'est-ce qui explique une telle coupe dans le budget du Minader? Bon, peut-être je finis sur l'idée que j'ai et je reviendrai sur ça. Parce que la résilience aujourd'hui est due à la diversification de notre économie grâce à l'agriculture. Et ça c'est très important. Et c'est pour ça que le chef d'État a également remercié le peuple camerounais pour cette résilience. Et moi j'ajouterais que les agriculteurs, les producteurs, ils sont pour beaucoup dans cette résilience. Parce que c'est ces petits producteurs qui sont pour plus de 80% des actifs de l'agriculture dans notre pays. Également, j'ai été interpellée par le volet des infrastructures. Le chef d'État a dit l'année 2018, ce sera l'année de la fin des... Le chef d'État a dit l'année 2018, ce sera l'année de la fin l'achèvement des grands projets. Et là-dedans, surtout, il a parlé des barrages. Il a parlé des infrastructures routières. Or, nous sommes... Plus haut, il a parlé de la modernisation de l'agriculture qui est un leitmotiv du sommet d'Abidjan. Alors, tout ça se tient parce que, et lui-même parle souvent d'agriculture de deuxième génération. Si nous voulons aller vers l'agriculture de deuxième génération, auquel il appelle les jeunes, les barrages sont très importants. Il a également dit qu'il y aura les infrastructures parce que si on a l'électricité, on peut transformer, on peut créer la valeur ajoutée. Et c'est le futur de notre pays. Si nous avons des routes, des autoroutes, nous pouvons vendre nos produits et gagner de l'argent. Donc voilà un peu... globalement, ce que vous tirez, au plan économique, il a parlé de paix, il a parlé de résilience, il a parlé des infrastructures. Tout ça, ça fait le lit d'une économie du futur qui est une bonne perspective pour la jeunesse camerounaise. Voilà, j'ai quand même soulevé cette baisse drastique, je veux dire, peut-être le mot drastique est fort, mais cette baisse quand même réelle du budget de votre département ministériel. Comment peut-on concilier à la fois tous ces projets dont vous parlez avec un budget qui, lui, s'est atrophié, Madame la ministre? Je pense que, et la réponse également dans son discours, il l'a dit, aujourd'hui, nous avons fait face à plusieurs facteurs qui ont fait en sorte que notre budget, le budget global de l'État a été vraiment escamoté. Au plan interne, nous avons Boko Haram, la situation au sud-ouest, au nord, nous avons les réfugiés, nous avons la baisse des produits de base, y compris les produits agricoles. Et nous avons des facteurs qui sont des facteurs exogènes. Tout ça s'explique.
Ce n'est pas seulement le ministère de l'Agriculture qui a connu une baisse, ça demande le sacrifice. Et, bon, si vous regardez bien, au niveau de l'investissement, le budget n'a pas baissé. Oui. Bon, il y a le budget à deux composantes. Tout à fait. Une composante fonctionnement et le budget n'a pas baissé. Oui. Bon, il y a le budget à deux composantes. Tout à fait. Une composante fonctionnement et c'est bon, ça va dans ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il faut qu'on réduise le train de l'État tout en consolidant le budget d'investissement. C'est ce que je peux dire. Je vois M. Jean Chauffreau qui vous regarde, certainement que c'est un domaine qui vous concerne. Vous voulez rebondir, j'imagine, sur la question des ressources dont a disposé l'État du Cameroun en 2017 et notamment ce qu'il en sera en 2018. Le chef de l'État annonce quand même pas mal la fin des grands projets, l'achèvement des grands projets, la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Et bien d'autres choses encore, mais est-ce que cela, c'est pas trop de sollicitations par rapport à des finances qui sont quand même un peu, on va dire, éprouvées? Ce qui est constant, c'est que le chef de l'État est cohérent par rapport à ce qu'il avait dit le 31 décembre au Cameroun. Donc le discours d'aujourd'hui est un peu dans le continuum du discours du 31 décembre. Et en cela, nous, en tant que responsables suivant le secteur économique, on est très à l'aise. La résilience de l'économie, je crois, Madame le ministre a insisté dessus. Vous savez, en 2016, la sous-région était rentrée en récession, avec un taux de croissance de l'ordre de 0,4% en dessous. Pendant que le Cameroun avait à lui tout seul un taux de croissance de 4,5%. Alors, conscient des difficultés qu'il y avait, le chef de l'État a pris le leadership pour qu'avec ses pairs de la sous-région, on puisse tenir le sommet du 23 décembre, que vous connaissez très bien, avec les grandes résolutions qui visaient à mieux structurer nos économies, de manière à ce qu'on les diversifie davantage et qu'on fasse davantage face, n'est-ce pas, à la crise, de manière à ce qu'on les diversifie davantage et qu'on fasse davantage face, n'est-ce pas, à la crise. Et le budget qui s'ensuit est tout à fait cohérent avec les engagements qui avaient été pris vis-à-vis de la communauté internationale, vis-à-vis, n'est-ce pas, des Camerounais. C'est-à-dire que nous sommes en train de progressivement réduire le déficit budgétaire de l'État, ce qui peut justifier justement que les dépenses de fonctionnement connaissent un petit coup, mais nous sommes également dans l'optique de l'optimisation. C'est-à-dire avec peu de moyens, on essaye de faire mieux. Et on peut comprendre donc que le budget de certains départements ministériels est relativement baissé au niveau du fonctionnement, mais en même temps, vous l'avez si bien dit, il faut pouvoir boucler le financement de tous les projets des infrastructures sportives pour la CAN 2019. Ça appelle la mobilisation des moyens. Il faut faire face à la crise sécuritaire. Ça appelle la mobilisation des moyens. Mais en même temps, comme vous le savez, il y a le prix du pétrole à l'international qui baisse. Donc il y a une baisse de recettes quelque part également. Donc nous sommes dans l'optique de l'optimisation de la gestion budgétaire de l'État. D'accord. Alors, sur une question, je pense, monsieur le ministre Ndonsoumet pourra aussi y répondre, sur une question, celle de la réduction du train de vie de l'État. Madame Clémentine Ananga-Messina l'avait aussi évoqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que quand même, on dit réduction du train de vie de l'État, ça se manifeste comment actuellement? Le chef de l'État annonce pas mal de choses, mais il faudra justement, pour rester dans cette lignée-là, trouver des ressources. Est-ce que la réduction du train de vie de l'État aujourd'hui est une réalité pour trouver des ressources supplémentaires? Il suffit de consulter le budget de cette année et le comparer à celui de l'année passée. Vous allez voir des mutations qui interviennent là-dedans. Lorsque vous avez qui interviennent là-dedans, lorsque vous avez vous allez voir des mutations qui interviennent là-dedans. Lorsque vous avez souligné tout à l'heure la baisse du budget du ministère, vous verrez que cette baisse porte surtout sur le fonctionnement. Vous avez là une preuve de la réduction du train de vie de l'État. On peut avancer, et je peux vous dire au ministère de l'Éducation de base également, sur le terrain du fonctionnement,
on a également enregistré une baisse du budget de fonctionnement. Et Madame Ananga l'a dit tout à l'heure, et il est intéressant d'insister là-dessus, pendant que le budget de fonctionnement enregistre des coupes, le budget d'investissement, il est là, il reste stable, il a même augmenté dans certains secteurs de l'activité économique et sociale. Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit une volonté politique du gouvernement camerounais de maintenir l'effort d'équipement du Cameroun en infrastructure et à toutes les autres capacités qui permettent de produire la richesse. Alors, donc, la réduction du train de vie de l'État est réelle, elle est effective à travers les réductions du budget de fonctionnement observé dans le budget de l'État du Cameroun. Alors, quelques points relevés par le chef de l'État dans son discours, nous avons commencé à les évoquer. Madame Marie-Thérèse Abenondoa, la question des réseaux sociaux. Je vous ai suivi sur cette question à l'Assemblée nationale d'ailleurs, lors du Parlement, la session du Parlement de jeunesse. C'était bien hier. Je vous ai suivi. Un député jeune vous a interpellé sur cette question de l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui dans nos familles. C'est un vaste sujet qui est l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui dans nos familles. C'est un vaste sujet qui est pratiquement, on va dire, est-ce que vous avez un début de solution aujourd'hui? On a dit que les réseaux sociaux pouvaient détruire les familles. Vous avez un début de solution quand le chef de l'État interpelle aussi encore les jeunes Camerounais aujourd'hui? Merci. Je pense que nous sommes tous interpellés, chacun à son niveau a joué son rôle. Quand vous étiez peut-être plus jeune, vous avez connu une famille où tout le monde s'asseyait pour manger ensemble ou bien on causait. Mais de nos jours, le père a son téléphone, la maman a son téléphone, chaque enfant a son téléphone, on se retrouve ensemble mais on ne communique pas. Donc nous devons donc sensibiliser les uns et les autres au sein d'une même famille pour pouvoir abandonner un peu cet outil-là. Surtout ce qui est mauvais et non ce qui est bon. Donc les réseaux sociaux ne sont pas du tout bons pour le fonctionnement de la famille. Je ne parle pas de la société parce qu'on y voit un peu de tout et il faut qu'on puisse les contrôler, que chacun contribue pour pouvoir réduire leur impact. Mais finalement, ce n'est pas finalement les réseaux sociaux ne font pas peur au gouvernement, ou bien c'est quand même ce n'est pas seulement au gouvernement que ces réseaux sociaux nuisent. Bien, c'est quand même ce n'est pas seulement au gouvernement que ces réseaux sociaux nuisent. Ces réseaux sociaux détruisent les familles. Ces réseaux sociaux empêchent nos enfants d'émerger. Vous avez des enfants qui vont à l'école avec des téléphones portables. Au lieu de se concentrer à l'école, ils sont en train de jouer avec le téléphone et avoir n'importe quoi. Donc ce n'est pas seulement une affaire du gouvernement, c'est tout le monde qui en souffre. Et alors, monsieur Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.
Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Quelques temps après, des réactions, toujours cette conscience nationale camerounaise, ce patriotisme qui fait que nous savons toujours sentir jusqu'où ne pas aller trop loin à travers nos multiples diversités, mais il y a toujours un ciment identitaire qui nous amène à nous dire aux uns aux autres, attention, il ne faut pas aller au-delà de cela. Et j'ai vu des corrections tout de suite après pour dire que non, cette scène ne se passe pas au Cameroun. Donc voilà un exemple de ce que nous sommes en train de faire. Alors, et donc, ça c'était un point sur les réseaux sociaux, mais on a quand même vu que ces réseaux sociaux parfois sont un point sur les réseaux sociaux, mais on a quand même vu que ces réseaux sociaux parfois sont coupés carrément. On se pose la question à ce moment, on a vu la situation dans le nord-ouest et au sud-ouest, on l'évoquera d'ailleurs, les réseaux sociaux ont parfois été coupés. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que quelquefois le gouvernement en panne de solution devant cette avancée, on va dire, à grande enjambée des réseaux sociaux aujourd'hui dans la société camerounaise? Monsieur le secrétaire général. Peut-être boucler la question de la baisse du budget de tout à l'heure. Oui. Pour parler encore une fois de la cohérence du discours du chef de l'État, pour dire, il vous souvient l'année dernière, elle avait dit non à l'austérité. Oui. Et vous verrez que les budgets des ministères sociaux, sociaux ont augmenté. Ça, c'est un signal extrêmement fort. Oui. Parce qu'ailleurs, ce qui se passe, c'est qu'il y a une baisse partout. Et ici, spécifiquement, ces ministères-là ont vu leur budget à la hausse. Donc je tenais également à repréciser. Maintenant, pour revenir aux réseaux sociaux, c'est une question de liberté publique. On dit très souvent, ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Et vous savez, je crois que les membres du gouvernement ont très bien indiqué comment on peut utiliser de manière nocive les réseaux sociaux. Alors, un gouvernement bien renseigné et qui sait que l'utilisation des réseaux sociaux à un moment précis peut être de nature à troubler l'ordre public et à créer des troubles sociaux, je crois qu'il est de bon ton, ne fût-ce que pour cet instant, de faire attention. Je crois que c'est comme ça que je l'interprète et je crois que c'était une bonne chose. Pour preuve, plus tard, tout est revenu à la normale. Alors, oui, monsieur Ndonsoumet. Monsieur le secrétaire général Jean Tchoufou, vous savez, parmi les missions de monsieur le secrétaire général Jean Tchoufou, vous savez, parmi les missions de l'État, il y a la mission de protection de la cohésion sociale. Et cette mission-là passe au-dessus de tout. Je ne voudrais pas nommer ces pays-là, mais vous pouvez savoir, vous êtes de la communication, ce qui s'est passé pendant la guerre d'Irak. Nous n'avons pas vu ce qui s'est passé dans la guerre d'Irak. On ne l'a pas montré. On a vu peut-être le 10e de ce qui s'est passé en Irak. Donc c'est comme ça que les États agissent. Le Cameroun est une terre de droit et de liberté, mais l'État doit protéger la conscience nationale, les comportements sociaux, l'équilibre général, c'est sa mission fondamentale. Quand on parle d'État, c'est même d'abord cela, et le reste c'est par la suite. Parce que par la suite, s'agissant des initiatives individuelles et personnelles, c'est de la régulation, c'est de l'encadrement. Mais ce que l'État fait d'abord, c'est assurer un environnement stable, paisible, afin de pouvoir permettre aux idées des uns et des autres de pouvoir se développer. Alors, une préoccupation quand même qui est importante dans ces pays et que le chef d'État évoque dans ses discours, c'est la crise anglophone. Alors, le chef de l'État dit la situation se stabilise dans le sud-ouest et le nord-ouest, ce qui devrait permettre à la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme d'entrer dans le cœur du problème. Alors, est-ce que cela voudrait dire que dans les jours qui viennent, c'est la Commission qui va mener la question du dialogue? Comment vous le comprenez? Le dialogue, le chef d'État va y venir avec la Commission, même si il faut quand même rappeler que les statuts de la Commission lui permettent seulement de faire des propositions au chef de l'État. Qu'est-ce que ça voudrait dire, M. Ndonsoumet? Vous qui êtes un habitué au chef de l'État, qu'est-ce
Qu'est-ce que ça voudrait dire, M. Ndong Soumet? Vous qui êtes un habitué des arcanes du pouvoir, comité central du RDPC. Merci, merci bien. Oui. Mais ce que je peux dire à ce sujet, vous parlez de la commission. La commission. Oui. Alors, lorsque on lit l'émission assignée à cette commission, je suis même tenté de dire que cette commission aurait dû être appelée comité permanent. Parce que la commission donne l'impression qu'elle va travailler pendant quelques temps et son travail va s'arrêter dans quelques semaines ou dans quelques mois. Mais les missions que le chef de l'État a voulu confier à cette commission sont énormes. C'est tout l'équilibre social, c'est l'appréhension du vivre ensemble, l'expression est à la mode. C'est tout cela, c'est l'identification des valeurs de référence désormais qui feront que le Cameroun puisse vivre dans une situation de paix permanente, dans une situation d'épanouissement des talents, une situation d'équilibre général dans les comportements, dans la manière d'appréhender les opinions des uns et des autres. C'est tout ce travail, c'est un travail immense. Et moi je comprends que le chef de l'État insiste là-dessus. C'est un peu comme s'il disait, vous n'avez peut-être pas encore bien compris quel est le travail assigné à cette commission. Voilà de quoi il s'agit. Mais il y a aussi la question de l'apaisement, de la stabilisation, de la stabilité. Lui, il dit qu'il y a stabilité, mais c'est forcément pas. Peut-être qu'il a d'autres informations que les Camerounais n'ont pas. Non, il dit le niveau d'information n'est pas le même. Non, il a eu un propos dynamique. Oui. Les choses sont en train de se stabiliser. Donc c'est dynamique, ce n'est pas se stabiliser. Donc c'est dynamique, ce n'est pas statique. C'est une question de sémantique, alors. Question de sémantique. Et vous-même, vous l'observez. Nos forces de défense et de sécurité travaillent beaucoup. Oui. Nos services spéciaux travaillent beaucoup. Ça donne les résultats, comme ceux que vous connaissez plus récemment. Alors, Madame Clémentine Nanga-Messina, j'imagine, votre département ministériel, vous êtes en charge du développement rural. J'imagine que dans la crise anglophone, vous avez quelques soucis de déploiement sur le terrain ces derniers mois, ces dernières semaines. Et comment ça se passe? Vous, ces propos dynamiques du chef de l'État, ça se vit comme ça sur le terrain, sur la crise anglophone? Bon, si je lis la crise anglophone et le développement du ministère de l'Agriculture... Vous avez beaucoup de programmes? Oui. Nous avons des programmes nationaux, nous avons des programmes régionaux. Nous avons 10 délégations régionales, tout à fait. 58 délégations départementales, plus de 2000 postes agricoles dans les villages. Nous avons près de 25 écoles techniques d'agriculture qui sont dans les... Nous avons des centres de formation des jeunes agriculteurs dans les villages. Nous avons 350 centres d'éducation et d'action communautaire toujours dans les villages. Nous avons des projets, des programmes qui agissent jusque dans les champs. Donc, le dispositif est permanent. Aucune information qui nous remonte aujourd'hui ne fait état d'une quelconque entrave à l'action de tout ce personnel qui est déployé sur le terrain pour encadrer la production et l'amener vers l'agriculture de deuxième génération, la satisfaction des besoins des personnes, des producteurs, des communautés. Alors, peut-être en aval, nous notons certains problèmes dus notamment à ce qu'ils appellent des villes mortes. De temps en temps, ils font ce qu'appellent, et les marchés sont fermés. Parce que vous savez, quand on produit, il faut bien vendre. Il faut bien écouler le produit. Donc c'est pour ça qu'au début, il y a eu un certain ajustement pour que les gens puissent ajuster avec leur production sur les bras. On a vu des tomates pourries, on a vu... Mais l'action de l'État, le chef a parlé des infrastructures routières. On est en train de faire la route Kumbambanfe et Kok et Nougou, par exemple. Voilà, Cameroun-Nigeria. Et je vous assure, toute la production est en train d'être siphonnée vers le Nigeria parce qu'ils payent mieux et puis cette infrastructure, la ring road est en train de se faire, etc. Donc, ce qui au début
avait surpris les gens parce que c'était une surprise. Ces villes mortes, on dit qu'on ne vend pas à tel jour. Aujourd'hui, il y a eu réajustement et nous pouvons dire, à partir des informations que nous avons sur le terrain, que les gens produisent, vendent leur production. D'accord. Alors, Madame Marie-Thérèse Abenondo, au sein des familles, quand même, cette crise, il y a des répercussions. La crise anglophone, aujourd'hui, vous en savez un rayon, là, seulement. Non, tout le monde le sait, parce qu'on ne peut pas avoir autant de bouleversements dans des régions sans qu'il y ait un retentissement sur la famille. Il y a des familles qui sont divisées et bon, peut-être les collègues en charge de l'éducation pourront parler de... Et c'est un centre qui était, disons, un centre pilote sur la scène nationale par rapport à ce que ce centre produisait, a été produit par les jeunes filles qui étaient sorties du système scolaire classique. Et c'est un centre qu'on utilise, les jeunes filles qui étaient sorties du système scolaire classique. Et c'est un centre qu'on utilisait vraiment pour montrer la finesse des mains des femmes qui peuvent faire des bijoux, faire de la poterie, faire beaucoup de choses, de la couture. Et ce centre a été victime d'un incendie, d'une main criminelle dans ce sillage de la crise anglophone. Mais très rapidement, les autorités se sont mobilisées pour permettre à cette structure de continuer à fonctionner. Et il nous a été budgétisé, il nous a été possible de budgétiser sa réhabilitation pour l'année en cours. Donc il y a eu un retentissement pour certains. Évidemment, les centres ne sont plus aussi fréquentés que ça, puisque les jeunes qui sont censés y aller ont peur de sortir. Mais je pense qu'avec le calme qui revient, les choses sont aussi en train de redevenir et les parents comprennent de mieux en mieux. Et c'est pour ça que je reviens sur les réseaux sociaux, les communications, parce que quand les gens ont accès à tout sans censure, on crie, bon, n'allez pas à l'école aujourd'hui, n'allez pas au centre aujourd'hui, tout le monde reste enfermé. C'est pour ça qu'il faut, l'État a eu raison à un moment donné de limiter un peu cette communication qui propageait souvent des informations qui n'étaient pas fondées. Oui. Alors, Monsieur Ndonsoumet, je vais encore vous solliciter. Deuxième trimestre, nous y sommes là, pas très loin des examens de fin d'année. La situation sur le terrain par rapport à la crise anglophone, les cours ont repris ou alors c'est cas à cas? Les cours reprennent progressivement. Les cours reprennent progressivement au fur et à mesure qu'il y a réduction des capacités de l'adversaire. Les cours reprennent. En tout cas, le retour à la paix, à mes yeux, me semble irréversible. Nos forces de sécurité, dont on connaît l'héroïsme réversible. Nos forces de sécurité, dont on connaît l'héroïsme, sont en train de faire leur travail. Ces forces-là ont le soutien de toute la nation. Vous-même, vous avez vu les réactions face à cette velléité d'irrédentisme. On veut diviser le pays. Vous avez vu comment tout le Cameroun a réagi jusque dans les coins les plus reculés, pas question de diviser notre pays. Donc, je crois que l'issue est irréversible. Ça nous coûte cher, surtout en effort financier. Parce que l'effort de guerre, ça coûte extrêmement cher. Voilà des ressources qu'on aurait pu affecter à des projets de développement. Mais l'État, pour assurer ses missions de défense de l'intégrité du territoire, est obligé d'affecter ça dans un secteur comme celui-là, mais je reste optimiste. D'accord. Alors, M. Jean Tchofo, et la programmation dans tout cela, la planification dans tout cela, elle en souffre un peu quand même? Elle s'en ressent? Mais déjà, au-delà de l'effet d'éviction sur les projets de développement dont a parlé le ministre, il y a une moins-value que nous enregistrons au niveau des recettes, notamment dans l'industrie brassicole, ainsi qu'au niveau des opérateurs de téléphonie mobile. Donc vous voyez, en même temps, on met plus de ressources pour pouvoir assurer la sécurité, mais également, on en perd parce que l'activité économique connaît un coût dans ces localités. Donc je crois que c'est assez difficile. Et au niveau de la planification, ça nous pose un problème au niveau du recensement, qui est envisagé comme un grand chantier pour cette année. Le quatrième recensement général, la population et l'habitat.
Parce qu'effectivement, dans un tel contexte, mener les opérations sur le terrain et partout, au même moment, ça sera un peu difficile. Mener les opérations sur le terrain et partout, au même moment, ça sera un peu difficile. Donc vivement que la paix revienne pour que les activités économiques puissent se mener convenablement pour le bien-être de l'ensemble des Camerounais. Oui. Alors, vous aviez répondu un peu à la question tout à l'heure, M. Ndong-Soumet, en parlant de... vous disiez qu'il fallait transformer la commission pour la promotion du bilinguisme en comité permanent. Voilà, pour... Oui, mais... Vous le disiez? Ah non, non, vous suggériez. Vous suggériez ou quoi? Vous formulez un vœu. Une perception. Ah, une perception, voilà. La densité des missions qui sont les siennes, voilà. Elle fonctionne davantage comme un comité permanent que comme une commission. En fait, voilà. Oui, bien sûr. Merci de bien préciser vos propos. Voilà. Mais ce que je voudrais savoir, si finalement vous pensez que la solution envisagée par le chef d'État qui dit que la commission devra s'occuper de cette question dans les semaines qui viennent, c'est la meilleure solution. On a quand même entendu beaucoup parler du dialogue. Même nos amis sur la scène internationale nous ont appelé à ce dialogue-là. Organisation des Nations Unies, Organisation internationale francophonie, Commonwealth. Mais alors, quand même, il y a des observateurs qui disent on ne voit toujours pas le début de ce dialogue dans la crise anglophone. Il n'y a pas de dialogue pour le moment. Pourquoi? On va dialoguer avec qui? Il n'y a pas d'interlocuteur en face. Il n'y a pas d'interlocuteur en face parce que tant que on prend les armes pour tuer les gendarmes, pour tuer les militaires, tant qu'on brûle des écoles, quels seront les termes du dialogue? Aucun pays au monde n'a fait de concession à cette question-là. Tout ce qui a été mouvement irrédentiste dans le monde et qui ont utilisé ces méthodes-là ont été combattus sans concession. Tout à fait. Prenons, il y a quelques jours, le président Macron était en Corse. En Corse, tout à fait. Oui, il y a quelques jours, le président Macron était en Corse. En Corse, tout à fait. Oui, il est allé dans le cadre du dialogue. Cette fois-là, ils ont ramené la situation au dialogue. Mais tant que la Corse tuait les préfets, incendié, enlevé, il n'y avait pas de dialogue. L'État a utilisé la dissuasion, la force. Après avoir donc réduit la résistance, ceux qui menaient la rébellion étant revenus à plus de sagesse, le dialogue a été ouvert. Donc moi je crois que lorsque le chef de l'État en parle, il s'est qualifié l'autre jour à l'Assemblée générale de l'ONU comme un mendiant de la paix. C'est bien dans ce cadre-là qu'il inscrit sa stratégie de dialogue. Personne au gouvernement camerounais, que ce soit le chef de l'État lui-même ou les ministres, personne n'a jamais rejeté l'idée de dialogue. Même, je crois, même la société civile, personne n'a jamais rejeté l'idée de dialogue. Mais pour pouvoir dialoguer, il faut être au moins deux. Et pour être deux, ça signifie qu'il y a une plateforme qui cimente les valeurs qui vont encadrer le dialogue. On ne peut pas dialoguer avec les gens qui prennent les armes contre la nation. Voilà. Donc la balle est dans leur camp. La balle est dans le camp de ceux d'en face. Ceux qui utilisent recours à la violence, si j'en crois ce que vous dites sur ce plateau. Alors, d'autres questions, notamment peut-être plus qui sont en lien aussi très direct avec la jeunesse et que le chef de l'État a évoqué dans son discours. Il s'agit de la question de l'immigration. Le président de la République dit appelle les jeunes à ne pas céder aux sirènes de l'immigration clandestine. Est-ce que ce n'est pas facile de dire dans un discours de ne pas céder, mais quand même, tous ces jeunes, ils partent du Cameroun. Le gouvernement est où pendant qu'ils s'en vont? Monsieur Jean Piofo. C'est pas qu'au Cameroun, vous voyez que ça se passe partout. Et je crois que si aujourd'hui, on essaye de mettre tout en œuvre pour que l'économie camerounaise soit forte et qu'elle se structure davantage et qu'elle crée plus d'emplois, c'est justement pour mettre en place les conditions qui vont retenir ces jeunes. Et lorsqu'on les a écoutés, certains ont clairement dit qu'ils s'étaient trompés. Et il a fallu, n'est-ce pas, qu'ils se heurtent à la réalité pour revenir. Mais là-dedans aussi, il y en a, il ne faut pas l'oublier, qui étaient partis effectivement à l'époque pour travailler en Libye, de manière convenable.
Mais seulement, avec le chaos qu'il y a eu en Libye, ils ont été mélangés avec ceux qui avaient un autre statut. Et je peux vous dire que ceux-là étaient prêts à continuer à travailler en Libye, et si les conditions étaient réunies. Mais je crois pour ce qui concerne le Cameroun, avec tous les programmes qui sont mis en place, et je suis heureux que le Cameroun, que le chef d'État invite les jeunes à pouvoir s'arrimer au train de l'émergence que nous sommes en train de bâtir ensemble. Et je crois que c'est important, et cela interpelle tout le monde. Ça interpelle tout le monde, ça interpelle le gouvernement bien sûr, en premier, mais la société civile et les acteurs politiques. Donc je pense pour ma part que les conditions sont en train d'être réunies pour qu'il n'y ait plus, n'est-ce pas, d'alibi pour pouvoir quitter ce pays. Et si, je peux dire que c'est un pays unique, tel que je suis, quand je suis les étrangers parler du Cameroun. D'accord. Alors, madame, maintenant justement, je vois que vous avez beaucoup de chiffres sur vos notes. Non, je suis sur le discours du chef de l'État. Sur ce point, oui. Parce que lui-même dit, il dit tout ce qui a été quand même fait dans le secteur de la formation des jeunes pour la création des emplois. Il parle d'un budget revalorisé, il parle d'une carte scolaire consolidée, il parle surtout de l'enseignement valorisé, il parle d'une carte scolaire consolidée, il parle surtout de l'enseignement des métiers, de l'auto-emploi et de l'insertion socio-économique. Donc tout ça pour dire que les conditions pour créer les emplois, parce que si les gens partent, si les jeunes partent, c'est peut-être parce qu'ils ne trouvent pas de l'emploi. Ils pensent que le meilleur c'est ailleurs. Ils disent que s'ils avaient des emplois, ils partent pour certains, mais ce n'est pas toujours sûr. Donc toutes les conditions sont en train d'être mises, surtout pour l'auto-emploi. Parce que c'est une question, c'est tout le monde. Ce n'est pas seulement le gouvernement. Le secteur privé doit créer des emplois. Donc le secteur privé avec le gouvernement, tout le monde doit favoriser la création des emplois. Je vous parle par exemple au niveau du gouvernement, au niveau politique. Quand on parle d'agriculture, on parle des chaînes de valeur. Ce n'est pas seulement la production, c'est la conservation, c'est la transformation, c'est le stockage, c'est la commercialisation, c'est le packaging, c'est tout ça. Nous avons coutume de dire que l'agriculture, c'est du plan de la graine jusqu'à la table. Et dans tous ces secteurs, il y a des petites entreprises qui se greffent. Au niveau de la production, vous avez par exemple ceux qui fournissent les intrants, les engrais, ceux qui savent serrer les boulons des tracteurs, des machines et autres. Au niveau de la conservation, vous avez les ingénieurs de chaux, les ingénieurs de foie pour conserver. Même au niveau de la transformation, il faut des techniciens spécialisés, il faut des électriciens pour savoir les groupes électrogènes. Il y a tout ça dit que l'agriculture fait naître beaucoup d'emplois agricoles et non agricoles. C'est pour ça qu'on dit que l'agriculture, c'est un grand secteur création d'emplois et qui entraîne les autres secteurs économiques. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai chiffré. Oui, nous avons par exemple des projets qui forment les jeunes. Nous avons par exemple des projets qui forment les jeunes à l'entrepreneuriat. Même le plan triennal spécial jeunes. Vous allez voir le ministre de la Jeunesse qui va vous dire que plus de la moitié des jeunes demandent à être insérés dans l'agriculture. Et ils le sont. On leur apprend comment manager, comment créer son entreprise, une idée d'entreprise, comment la créer, comment la ménager, comment savoir faire son petit bilan, ses comptes prévisionnels, parce que l'entreprise c'est un business. Qu'est-ce qu'on met? Et tous ces acteurs-là que j'ai cités sont liés entre eux, c'est ça qu'on appelle la maison économique. Et ils doivent être performants jusqu'à la fin pour créer également une économie performante. Pour que le maïs qui arrive, le plantain qui arrive, le riz qui arrive sur le marché soit plus compétitif que celui qui vient de Chine. Donc tout ça fait partie de la création d'emplois, c'est une opportunité. Et maintenant l'économie numérique, dont le chef d'État en parle toujours parce que j'ai ça devant moi. L'agriculture, c'est un terrain fertile pour le développement de l'économie numérique. Parce qu'une économie numérique qui est suspendue en l'air, qui n'est pas ancrée sur les piliers de la croissance, pour la booster, pour multiplier la croissance, multiplier les emplois, ne peut pas être durable. Donc, l'économie numérique, l'agriculture, les secteurs productifs doivent aller ensemble pour que et les jeunes peuvent s'y retrouver.
l'innovation, la création au niveau de l'agriculture. Le jeune Elon qui a créé un drone l'autre jour, moi je l'ai écouté, il a dit qu'avec son drone, désormais, un agriculteur peut compter ses plants de cacao dans son champ. Il y a des drones, par exemple, qui vous mesurent le taux d'humidité dans une plante. Vous savez, nous sommes à l'ère des changements climatiques. Et ça peut donner une alerte déclenchée le moment venu où il faut arroser tel ou tel plant, parce que tel plant souffre à l'heure actuelle des changements climatiques. Je vous assure, c'est un domaine, un terrain fertile pour l'économie numérique, pour les start-up, etc. Donc ça avance à votre avis? Oui, un terrain fertile pour l'économie numérique, pour les start-up, etc. Donc ça avance à votre avis? Oui, l'agriculture, je parle d'agriculture, production végétale, je peux parler de l'élevage, je peux parler du tourisme, je peux parler de l'artisanat, tout ça c'est des secteurs créateurs d'emplois où l'économie numérique peut s'insérer, dont les jeunes peuvent trouver de l'emploi dans le développement rural, parce que c'est ça qu'on appelle en fait développement rural. Alors, oui, Madame Marie-Thérèse Abelondoa. Oui, je pense que nous devons compter sur les médias pour médiatiser ça, je m'excuse de me répéter, oui, la visibilité pour rendre visible ce que les jeunes sont en train de faire, parce qu'on parle depuis un certain nombre d'années de la professionnalisation de l'enseignement, qui dans un premier temps s'adressait d'abord à l'enseignement supérieur. Maintenant nous avons cette professionnalisation qui commence dans le secondaire, où quelqu'un qui entre dans une filière dans le secondaire peut déjà avoir une compétence lui permettant de créer un emploi et de créer des emplois pour les autres. Donc je pense qu'il est important que les médias voient ces exemples et rassurent la jeunesse que cette jeunesse n'a pas nécessairement besoin de sortir clandestinement, parce que vous avez demandé tout à l'heure, mais ils sont partis, mais ils partent clandestinement. Ils partent clandestinement. Oui, donc ils partent à l'insu du gouvernement. À l'insu du gouvernement et parfois même des parents. Mais il y a aussi des parents qui encouragent cela parce qu'ils vont vendre une parcelle de terrain en espérant qu'on va gagner plus lorsqu'il va se retrouver là-bas. Donc je pense que chacun d'entre nous qui doit jouer son rôle au sein des familles, ne pas laisser les parents vendre le peu qu'ils possèdent pour demander à un enfant d'aller chercher mieux ailleurs lorsque cet avenir est incertain. Il est incertain. Donc la professionnalisation commence déjà dans le secondaire et les jeunes qui ont une compétence dans le secondaire peuvent créer un emploi pour eux-mêmes déjà et puis recruter compétents dans le secondaire, peuvent créer un emploi pour eux-mêmes déjà et puis recruter d'autres, les employer et leur permettre aussi une couturière. Quelqu'un qui apprend bien sa couture dans l'enseignement, il peut ouvrir son atelier couture. S'il court bien, il va avoir des apprentis et puis bien gagner sa vie. Nous avons de plus en plus des exemples qui passent dans certaines radios où des jeunes témoignent qui n'ont plus besoin de demander de l'argent à droite, à gauche. Ils peuvent coudre, gagner suffisamment d'argent pour s'occuper de leur famille. Il en est de même des techniciens qui n'ont pas fait tout le cycle secondaire, mais qui ont appris l'essentiel des métiers de base, de réparation des produits, des appareils. Donc, nous comptons sur vous pour pouvoir... À propos justement de ces emplois, le chef de l'État avance un chiffre, 475 000 emplois jeunes, un peu plus d'ailleurs que cela, ont été recensés en 2017, a-t-il dit. Alors, quand même, souvent il y a une polémique sur ces chiffres-là. On se dit, on n'a pas quelqu'un du ministère de l'Emploi ici, on en avait un il n'y a pas très longtemps. Et on dit les chiffres là, ils sont pas, on ne s'accorde pas dessus, le mode de comptabilité, comment il se fait. On trouve qu'ils sont trop élevés, à moins que l'on ne comptabilise alors tout. Quelques-uns sont allés jusqu'à dire, même les mototaximens sont comptabilisés par le gouvernement, comme des gens qui travaillent. Ce sont des emplois. Ce sont des emplois qui sont comptabilisés par le gouvernement. Je crois que le malentendu procède de ce que dans l'esprit de certains, un emploi, c'est être assis derrière un bureau. Je crois que le malentendu part de là. C'est toute activité humaine qui peut lui permettre de vivre de manière indépendante, de manière autonome. Toute activité humaine. Ce n'est pas seulement la bureaucratie qui est l'emploi. Je crois que Mme Ananga Messina a très bien développé
sans dire que c'est de ça qu'il parlait, c'est de ce qu'on entend par emploi. En fait, sans dire que c'est de ça qu'il parlait, c'est de ce qu'on entend par emploi. En fait, elle n'a fait que ça. Elle est les chiffres. Je vois bien. Donc, il y a ça. Deuxièmement, alors, vous savez, les opinions, il y a souvent, j'aime bien insister souvent sur la différence qu'il y a entre le motif et le mobile. Ah oui, tout à fait. Le motif, c'est ce que vous dites pour convaincre. Mais le mobile est à l'intérieur. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. C'est ça qui amène ce genre de malentendu. On ne sait même pas comment on a calculé ces chiffres. Mais vous voyez un gouvernement sérieux qui se lève, qui vient déclarer qu'on a fait 475 000 emplois alors que rien n'a été fait. Le chef de l'État aime aller plus loin. L'objectif, c'était 400 000 emplois. 400 000, oui. Donc on les a dépassés. On a dépassé l'objectif. Il a bien dit dans son discours. Donc, quand on se réfère aux explications de Mme Ananga Messina, on comprend qu'on puisse atteindre des objectifs de ce genre et même les dépasser. C'est bien ce que vous confirmez, M. Jean Tchoufo. Est-ce que finalement, oui, vous avez aussi beaucoup de conventions quand même aussi chez vous? Oui. Au sens du BIT, qu'est-ce que ça veut dire? BIT, oui, Bureau international du travail. Qu'est-ce qu'il en dit? Si c'est plus de 6 mois sur un chantier. Oui, vous êtes un travailleur. Voilà. Ça, donc pour dire c'est cela, mais pour revenir au plus concret, il y a tous ces chantiers qui sont en cours. Je prends les chantiers d'infrastructures sportives. Ça crée de l'emploi. Et vous pouvez en citer bien d'autres, au-delà du secteur agricole dont Madame le ministre a si bien parlé. Donc je crois que ce n'est pas la peine de faire la critique pour la critique. La réalité est là. Mais l'objectif, la peine de faire la critique pour la critique. La réalité est là. Mais l'objectif, c'est de faire mieux. Je crois que c'est cela. L'objectif, c'est de faire mieux. Et c'est ce à quoi, il me semble, le gouvernement est en train de travailler sous l'impulsion du chef de l'État. Alors, un point quand même, le chef de l'État évoque la question des logements sociaux. On dit quand même, le chef de l'État dit nous engagerons un projet ambitieux. Mais quand même, messieurs les membres du gouvernement, ça fait 35 ans qu'il est là. On aurait pu engager ce programme ambitieux depuis. Pourquoi est-ce que depuis, vous et moi, nous habitons dans les grandes métropoles du Cameroun, on ne sait pas. Est-ce qu'on fait 500 logements sociaux par an au Cameroun? C'est pas sûr. On les fera maintenant, monsieur Ndansoumet? Moi, je crois que nous oublions toujours de nous référer à cette très grave crise économique que nous avons traversée à partir du milieu des années 80 jusqu'au début des années 2000. Le cycle de cette crise a été très long. Je crois que monsieur le secrétaire général, qui est un bon économiste, je crois que c'est ce que vous appelez le cycle de Kondratiev, c'est-à-dire le plus long, 20-25 ans. Oui. Mais alors, quand vous êtes dans une situation où on vous demande, avant de faire quoi que ce soit, ajustez-vous d'abord, mettez-vous d'abord à niveau. Quel programme ambitieux d'investissement vous pouvez entreprendre? C'est impossible. Pendant près de 25 ans, le Cameroun ne disposait pas de cette capacité de pouvoir entreprendre quoi que ce soit. Bon, maintenant que les choses reviennent, on voit bien tout ce qui se passe. C'est pour ça que le chef de l'État lance tous ces grands chantiers, parce que nous nous situons à un niveau de chef de l'État lance tous ces grands chantiers parce que nous nous situons à un niveau de force économique qui nous permet, donc, avec les avantages, les privilèges que nous offrent certains de nos partenaires économiques, tels que des programmes comme les CDD, avec que ce soit les organismes internationaux ou alors nos partenaires bilatéraux, ont réussi à dégager des capacités qui permettent donc maintenant de pouvoir entreprendre tout cela. Donc,
je vous réponds de manière globale, parce que ce que je dis contient votre préoccupation. Hein. Pendant près de 20-25 ans, je vous dis, on ne pouvait pas. Il fallait d'abord continuer à exister pour pouvoir entreprendre. Alors, les fameux ordinateurs, on en parle quand même. Le chef était revenu dessus, on avait souligné que le 31 décembre, il n'en avait pas fait cas. D'aucuns avaient expliqué que c'était une sorte de désaveu à l'endroit du ministre de l'Enseignement supérieur, qui est donc Mais alors aujourd'hui, il en a parlé dans son discours, et il annonce que le programme va se poursuivre. On pense que cela conforte effectivement l'option prise par le chef d'État et le ministre de l'Enseignement supérieur. Que la polémique est derrière nous sur cette question des ordinateurs. Madame la ministre. Les ordinateurs sont arrivés. Certains sont arrivés hier, d'autres arrivent. Ils vont continuer à arriver. Donc les ordinateurs vont continuer à arriver. Ils ont été distribués. Les universités non servies lors du dernier arrivage vont être servis. Certains sont arrivés hier, d'autres, notre stock arrive demain. Donc, je ne comprends, je ne vois pas pourquoi on doit douter de... Moi, je crois à cet égard que... Cet engagement. Je crois à cet égard que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Cet engagement. Je crois à cet égard que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure concernant le mobile et le motif. Oui, nous sommes dans un environnement de démocratie libérale. Les gens ont leurs idées, les gens ont leurs opinions. Mais dommage que ce qui peut quand même être perçu comme un déficit de culture politique amène les gens beaucoup plus dans la critique négative. Voilà un chef d'État qui décide d'équiper ses enfants en ordinateur. C'est un choix. Alors, j'entends certains qui disent, mais au lieu de leur donner des ordinateurs, n'est-ce pas, on aurait pu créer une entreprise ici pour fabriquer les ordinateurs. C'est vrai que c'est une option, mais il n'était pas dans ce sens-là, il était dans le sens d'offrir des ordinateurs à ses enfants pour qu'ils puissent se connecter dans tous ces systèmes virtuels qui permettent d'accéder à la connaissance. C'est ça l'objectif. Et c'est dans ce cadre que ceux qui auraient bien voulu nous critiquer auraient dû nous critiquer. Mais ça, ils n'en parlent pas. Ils parlent d'autre chose. C'est un peu ça le problème. Il n'y aurait jamais dû y avoir de polémique sur cette affaire. Il a promis des ordinateurs. Ces ordinateurs sont là et je crois, mon collègue, le professeur Famin, nous disait l'autre jour que on ne peut pas transporter 500 000 ordinateurs. C'est pas possible. Ils viennent petit à petit et que le service va aller peut-être même jusqu'au mois de mai. Mais la promesse du chef de l'État sera tenue. Qu'on le juge sur ce qu'il a promis et non sur ce qu'on aurait souhaité qu'il fasse. Ça, c'est autre chose. Voilà. Alors, Madame Ananda Messina. Il y a cette question qui avait été posée à un chef d'État aux journalistes et il réalise. Il y a cette question qui avait été posée à un chef d'État aux journalistes, vous savez, et il a envoyé balader les jeunes. On ne peut pas citer les chefs d'État, mais vous savez bien qu'il y a un chef d'État à qui des étudiants avaient demandé des ordinateurs. Il s'est mis à se quereller avec eux. Le chef d'État dit et réalise. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que est-ce qu'on a interrogé ces jeunes? Moi, j'ai vu les images où des jeunes pleuraient d'émotion quand on leur remettait un ordinateur. Moi, j'ai un jeune que j'ai vu, il ne pouvait jamais rêver un jour d'avoir un ordinateur. Il vient d'un village, il a reçu un ordinateur. Il était plein d'émotions, il pleurait d'émotions. Pourquoi est-ce qu'on n'interroge pas ces jeunes pour savoir toute cette polémique qui se développe autour? Je vous assure, ces jeunes sont contents. Ils sont contents d'avoir eu leurs ordinateurs. Alors, donc c'est une polémique stérile, Monsieur Jean Tchofo. L'essentiel est ailleurs? Je pense qu'il faut travailler. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'au Cameroun, on travaille de moins en moins, alors que l'heure est au travail. On a des ressources humaines de qualité au Cameroun. Et il y en a qui veulent nous distraire. Je crois qu'il est temps de travailler.
Et en tout cas, c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons d'accompagner les membres du gouvernement, eux-mêmes qui accompagnent le chef du gouvernement et le chef de l'État, pour qu'on atteigne des résultats de plus en plus intéressants au niveau de la croissance économique. C'est ce travail que nous essayons de faire. Et c'est pour ça que les projets de deuxième génération dont le chef d'État a parlé, il faut que ces projets dont on a commencé à mener les études, parce que n'oubliez pas que le maillon faible dans le système a toujours été la maturation des projets. Donc cette fois, on essaie de les rendre matures, de maturation des projets. Donc cette fois, on essaie de les rendre matures de manière à ce que, lorsqu'on lance véritablement la vague des projets de deuxième génération, que tout aille très très vite pour que, en termes de croissance, en termes de création d'emplois, en termes de richesse de manière générale, que le Cameroun se porte encore mieux. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Vous aviez des précisions? Oui, je voulais apporter des précisions sur cette présentation. Je voulais vous donner un détail. Oui. Le 14 février, il y a distribution d'ordinateurs aux universités de Douala et de Boué. Le 16 février, cette distribution aura lieu à Tcham et à Bamenda. Le chef de l'État tient pas. Voilà, on le tient. Alors, justement, dans ce discours aussi, aujourd'hui, le chef de l'État a souligné que 15% du budget public a été investi dans les préoccupations pour résoudre les problèmes des jeunes. Et il a dit en outre que, du secteur de l'éducation, voilà, il a dit en outre qu'il pensait que l'État a beaucoup fait. Mais on entend des jeunes qui se plaignent quand même tous les jours. Il y en a qui disent, quand le chef d'État dit que l'État a beaucoup fait, les 15%, je ne sais pas comment on va les quantifier, c'est vous qui êtes les membres du gouvernement, vous pouvez nous en dire davantage avec plus de précision, mais quand même, sur des questions comme les concours, il y a beaucoup d'injustices, il y a beaucoup de jeunes qui se plaignent quand même de ce que le mérite ne soit pas toujours ce qui est attendu. On peut dire 15%, mais comment cela se manifeste sur le terrain? Alors, les 15%, oui. Je vais vous dire comment on arrive à 15%. 15%, ça signifie qu'on prend tous les budgets des administrations qui sont en charge de l'éducation. On prend l'éducation de base, on prend les enseignements secondaires, on prend même la formation, l'emploi et la formation professionnelle. Et on prend même la formation, l'emploi et la formation professionnelle. Et je peux même vous dire que ces 15% sont réducteurs, parce que dans les méthodes statistiques de calcul, on n'intègre pas souvent les budgets des universités, estimant que les universités sont autonomes. Elles ont leur budget à part. Alors que dans l'objectif de circonscrire tout, moi je pense quand même qu'on devrait aussi intégrer les budgets de l'université. Donc c'est comme ça qu'on prend toute cette masse-là et on la projette sur le budget général de l'État et on obtient les 15%. Voilà. Maintenant, vous parlez de toutes autres choses qu'on peut considérer comme des dérives. Nous ne pouvons pas approuver cela. C'est des choses que l'on peut déplorer. Mais ce n'est pas ça l'objectif du gouvernement. C'est les dérives par rapport aux valeurs défendues par le gouvernement du renouveau. C'est ce que je peux dire là-dessus. On ne fait pas l'apologie de ces dérives-là. Nous ne partageons pas cela. Le gouvernement travaille à ce que ces dérives-là ne se produisent pas, parce qu'on a quand même des cas où des jeunes vous disent oui, moi je n'ai personne, comment je fais pour être aussi quelqu'un dans ce pays? Bon, quand le chef de l'État dit l'État a beaucoup fait, bon, on peut le comprendre, mais on se soucie quand même de ces jeunes qui font des revendications. Par exemple, au sujet de l'université, l'école normale de Berthois. On a vu un mémorandum, qui fait quand même un certain nombre de revendications, des jeunes qui disent, voilà, il faudrait que 80% de places soient réservées aux ressortissants de l'Est. Est-ce que cela ne traduit pas justement un malaise de la part des jeunes? Nous sommes dans un environnement de démocratie libérale, vous comprenez.
Et c'est quand même toujours le président Biya qui a amené cette possibilité. Et c'est quand même toujours le président Biya qui a amené cette possibilité de s'exprimer sans être inquiété. Alors, le gouvernement qui est à l'écoute des aspirations sociales enregistre tout ça. Et le chef de l'État arbitre. Et il voit en fonction de nos capacités du moment ce qui peut être fait. Nous ne pourrons jamais tout faire à la fois. Il n'y a aucun pays au monde où l'on fait tout à la fois. Sinon, les budgets des grandes puissances économiques du monde n'exploseraient pas en termes de budget d'équipement. Ça signifie que même eux, ils continuent à avoir des besoins. Donc, on peut comprendre qu'il y ait toujours une demande sociale plus forte et plus exigeante, mais le gouvernement, à travers ses capacités de choix, essaie de dresser des priorités et on essaie chaque année de faire, sous l'arbitrage du chef de l'État, ce qui peut être fait. Alors, tous ces problèmes ne sont pas perdus de vue en tout cas. Absolument. Alors, nous allons sortir par là pour terminer ce débat, ce décryptage du discours du chef de l'État. Alors, le président de la République souligne que les années qui viennent risquent d'être marquées par un isolationnisme, un protectionnisme croissant sur la scène internationale, mais il dit aussi que la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud peuvent être des recours pour le Cameroun. Le Cameroun peut compter sur ces pays-là, mais alors finalement, est-ce que c'est un discours pour la jeunesse? On va toujours continuer à compter sur les autres? Les jeunes Camerounais vont pas se retrousser les manches pour travailler pour eux d'abord? Si les États-Unis, les pays occidentaux ferment les portes, il faudrait qu'on se tourne vers la Chine et le Japon. On n'a pas mieux, 60 ans après. Monsieur Tchofo. Écoutez, nous sommes dans un monde globalisé. Monsieur Tchofo. Écoutez, nous sommes dans un monde globalisé. Oui. Et sur ça d'ailleurs que le protectionnisme que l'on retrouve, les relents du protectionnisme, parce que ça ne peut pas durer longtemps. Ça ne peut pas durer longtemps. Je crois qu'on est dans un monde globalisé, on est dans un monde où le multilatéralisme a déjà fait ses lettres de noblesse et où on ne peut pas travailler tout seul. Imaginez, aujourd'hui, notre objectif, et je crois Madame en parlait tout à l'heure, c'est de dire plutôt que d'être un pays exportateur des produits de base, que nous puissions arrimer ces produits aux chaînes de valeur internationales pour que ça nous rapporte plus et qu'on soit en mesure progressivement d'équilibrer notre balance commerciale. Ça suppose que de l'autre côté, nous avons les pays avec lesquels nous faisons le commerce. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de mendier. Non. Et parmi ces pays, nous avons les pays émergents d'Asie du Sud-Est. Donc je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Et nous devons travailler davantage pour que nous soyons en mesure de créer la valeur ajoutée sur place et de vendre davantage les pays et les produits transformés. Je crois que c'est le message qu'il faut passer. Oui, Madame Ananda Moussima. Oui, je suis vraiment interpellée sur ce point. Comme disait M. Tchofo, aucun pays ne peut vivre en autarcie. C'est impossible. Nous avons développé aujourd'hui des échanges. C'est grâce aux échanges qu'on s'enrichit. C'est ce qu'on appelle en économie la loi des avantages comparatifs. Donc nous produisons mieux ce que nous pouvons produire et nous achetons ce que nous ne pouvons pas produire. Nous vendons ce que nous pouvons produire. Et le marché, le monde est devenu un village planétaire. Nous pouvons vendre aussi bien aux États-Unis, en Chine qu'à l'Union européenne. Nous pouvons vendre aussi bien aux États-Unis, en Chine qu'à l'Union européenne. Donc aucun pays ne peut vivre en autarcie. Donc, mais aujourd'hui, certains pays commencent à vouloir mettre des barrières, qu'on appelle des barrières des normes qui ne sont pas non tarifaires. Non tarifaires, des barrières non tarifaires, c'est le terme aujourd'hui. Et c'est contre cela que nous devons, c'est une évidence, nous devons nous rendre compte. Donc nous également, nous devons développer des stratégies pour pouvoir percer ces marchés malgré ces barrières non tarifaires. Aucun pays ne peut vivre en autarcie.
Ce n'est pas ce que le chef d'État veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est que nous devons beaucoup plus travailler pour pouvoir être compétitifs, parce que ces pays veulent vivre en autarcie, ces pays veulent mettre des barrières. Nous devons beaucoup plus travailler pour percer ces marchés. Donc il est question de travailler davantage, être compétitifs, nous baser sur nos avantages pour pouvoir transformer nos produits, ne vendre des produits, non plus des produits du cru, mais transformer. Parce que quand on transforme, on gagne la valeur ajoutée. Au lieu de vendre du cacao en fèves, pourquoi ne pas vendre du beurre de cacao? Pourquoi ne pas vendre la poudre de cacao pour avoir beaucoup plus d'argent? Parce que le cacao ne pousse que sur les tropiques. Et vous voyez, le chocolat aujourd'hui, c'est un produit de luxe. On a voulu même mélanger les huiles végétales parce que ça n'a pas marché. Les puristes veulent le chocolat. Imaginez-vous que la Chine se mette à consommer le chocolat. C'est pour ça qu'ils parlent de Chine, pour développer de nouveaux marchés. Mais je crois que tout le cacao du monde ne pourrait pas suffire à satisfaire même 10% de la population chinoise. Voilà le créneau sur lequel le chef d'État veut nous engager. Travailler beaucoup plus, produire mieux, gagner de nouveaux marchés avec de nouveaux pays. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, le secteur éducatif, il y a un rôle important à jouer. Vous qui êtes dans ces questions-là. Alors, il faudra sortir quand jouer. Vous qui êtes dans ces questions-là. Alors, il faudra sortir que le Cameroun, puisqu'on a quand même un tropisme camerounais, celui de la France, des États-Unis et de l'Angleterre. Il faut remettre ça, le curseur sur l'Asie et d'autres nouvelles puissances. Oui, nous collaborons avec tous ces pays-là, mais le problème de l'éducation actuellement dans le monde n'a pas de nationalité. Je rentre de Dakar, où je suis allé représenter le gouvernement camerounais avec le ministre Ngalé au sommet du partenariat mondial de l'éducation. Alors, c'était très édifiant. Le problème de l'éducation ne peut plus être un problème national. Les efforts sont faits au niveau universel, au niveau planétaire. Et ce qui est demandé aux gouvernements nationaux, c'est dans les choix à faire, dans les choix budgétaires, il est demandé au gouvernement de consacrer 20% du budget au secteur de l'éducation. Voilà c'est ça l'exigence du partenariat mondial de l'éducation. C'est un défi réalisable par le Cameroun, 20%. Oui, nous progressons. Nous progressons. Le rapport qui a été présenté par le ministre Ngalé au nom du gouvernement camerounais a démontré depuis 3 ans tous les efforts qui sont en train d'être faits dans ce sens-là. C'est un document qui a été préparé par les experts du MINESEC et du MINEDUC. Et notre document a été jugé crédible. Au-delà de nos efforts propres, il y a aussi le partenariat international qui nous aide beaucoup. Il ne nous aide pas parce que nous sommes les plus beaux ou les plus nationaux, qui nous aide beaucoup. Il ne nous aide pas parce que nous sommes les plus beaux ou les plus forts. C'est parce que le Cameroun répond aux exigences qui sont posées. On vous demande de faire ceci, on vous demande de faire cela. Chaque fois qu'on vient faire une revue, on trouve que le Cameroun a considérablement progressé. Je vous dis, par rapport à certains pays en Afrique, je suis un membre du gouvernement, je ne vais pas citer les noms, vous serez très surpris. Des pays qui sont économiquement plus développés que nous, même jusqu'au niveau du Maghreb là-bas, mais où le taux de scolarisation est très loin en dessous de celui du Cameroun. Je vous prends rien qu'un indicateur comme celui-là. Donc, le Cameroun a convaincu le partenariat mondial sur les efforts qui sont faits, et c'est pour cela qu'ils acceptent de nous aider dans tout ce que nous essayons de faire. Alors, je peux vous rassurer de ce côté. D'accord. Alors, Madame Marie-Thérèse Benondoa, les familles camerounaises, la famille camerounaise, elle est prête pour relever ce genre de défis, diversification des partenaires, travailler davantage pour conquérir les marchés. La famille camerounaise, vous la sentez, elle est suffisamment affûtée aujourd'hui? Je crois, parce que les femmes qui travaillent dans les zones rurales, c'est des mères de famille. Et c'est l'ensemble d'une famille qui travaille. Donc je pense que les familles sont bien préparées
pour faire face à ces défis. Et dans l'intervention de Mme Malanga, je pense que les femmes, les agriculteurs sont majoritairement des femmes. Donc nous devons les capacités leur permettre de produire, de s'investir par rapport à leur nombre et les encadrer pour qu'elles puissent vraiment contribuer efficacement. Donc elles sont prêtes. D'accord. Alors merci madame, messieurs d'avoir accepté de venir sur le plateau d'Equinox Télévision ce soir pour décrypter le discours du chef de l'État. Je rappelle qu'avec nous sur ce plateau à Yaoundé, sur Equinox Télévision, je rappelle qu'avec nous sur ce plateau à Yaoundé, sur Equinox Télévision ce soir, il y avait madame Marie-Thérèse Abena-Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille. Il y avait madame Clémentine Ananga Messina, ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture en charge du développement rural. Il y avait M. Benoît Ndonsoumet, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base. Et il y avait également M. Jean Tchofo, secrétaire général au ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. Merci d'être venu sur le plateau d'Equinox Télévision et à très bientôt pour de nouveaux décryptages des discours du chef de l'État. Madame, Monsieur, restez en compagnie d'Equinox Télévision. À très bientôt. Equinox Télévision, au-delà des limites.